Jeudi 31 octobre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait l'écrivain et scénariste Caril Ferret pour la publication de son nouveau roman, Paz, aux éditions Gallimard. Bonne écoute. Merci d'être venu. On est très très content d'accueillir Caril Ferret pour son dernier roman, Paz, qui porte assez mal son titre. Donc pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas, après nous avoir fait voyager en Argentine et puis au Chili, donc Caril il continue de remonter le continent sud-américain et il fait une étape en Colombie où on va se retrouver avec une famille, la famille Bagader, une famille où il y a certes la mère de famille, mais on la voit très très peu, elle est quasiment absente, et il y a surtout un père qui est très proche du pouvoir colombien, au moment où le pouvoir colombien a signé les accords de paix avec les FARC, est en train de basculer. Il a été un des faucons de la guerre contre les FARC et il est très bien placé pour être au ministre ou éminence grise du futur président après le processus de paix. Donc ça, c'est le père, Saúl. Il y a un fils, Lautaro, qui est chef d'une... c'est pas une milice, c'est une partie de la police, d'une structure de la police à Bogota où il a à peu près... il fait ce qu'il veut, sous les ordres quasiment directs de son père. Et puis il y a un fantôme à côté qui est Angel, qui est le frère, qui a disparu il y a des années, enlevé par les FARC. Et puis voilà, ça va être cette histoire dans une histoire qui commence avec la découverte d'un cadavre particulièrement macabre. Et après, il faut lire l'histoire. Alors d'abord, pourquoi la Colombie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là ? Quel a été le point de départ de ce livre ? Bonjour tout le monde. La Colombie, ça faisait longtemps en fait que je suivais ce pays, mais fin 90-2000. Mais tout ce que je lisais sur ce pays, c'était assez atroce, on peut le dire. Bon, c'est la plus vieille guerre civile au monde, 1948. Donc tout de suite, ça m'interpelle, quoi. C'est un peu, ça m'a envoyé à l'apartheid sur l'Afrique du Sud. Et quand le processus de paix commençait à s'instaurer vers 2014, je me suis dit, peut-être que c'est le moment d'y aller. Parce qu'en Colombie, jusqu'au début 2010, en gros, on se faisait... bon, je ne parle même pas de la population, de ce qu'ils ont pu subir depuis 70 ans, mais en tant que personne lambda qui vivait là-bas, on se faisait enlever, en fait. Et tout le monde avait un tarif. C'est-à-dire qu'un prof, c'était 2 000 €, un chef d'entreprise, 50 000, etc. Donc, je me disais, tiens, un écrivain français, forcément, ça doit valoir quelque chose. Après, à vous d'estimer combien je valais, mais enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, quand je vais dans des pays, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et tous les gens qui, je sais pas, artistes ou autres, qui étaient allés à Bogota, français, ils me disaient, non, mais à Bogota, on est confinés dans les hôtels, on peut pas aller dans tel quartier. Enfin, en gros, faut pas sortir. Et autant, j'avais entendu un peu ce discours en Afrique du Sud, et je sortais quand même parce que c'était pas... il y avait aussi du racisme là-dedans et la méconnaissance des autres. Même si ça pouvait être dangereux parfois, mais bon, je me suis jamais senti l'insécurité en Afrique du Sud. Par contre, en Colombie, effectivement, quand on dit de ne pas y aller, tu n'y vas pas. C'est même pas la peine d'essayer de jouer au héros ou quoi que ce soit. Donc, quand le processus de paix s'est mis en place, je dis, écoute, là, c'est l'occasion d'y aller, parce que ça a l'air d'être plus pacifié. J'ai eu aussi des retours de gens, journalistes, ou même gens lambda qui y allaient, qui disaient, non, en fait, maintenant, on peut aller en vacances, entre guillemets, en Colombie sans que ce soit trop dangereux. Certains d'entre vous, ils sont peut-être allés, en fait, et si tu fais pas trop le con, ça se passe très très bien. Si tu es un petit peu à côté, ça peut se passer moins bien, en tout cas. Mais le fait que ce pays... ce qui m'intéressait, c'est le processus de paix. En fait, comment ce pays, après 70 ans de guerre civile, allait réussir ou non à faire la paix. Donc ça me renvoyait à Mandela. Bon, malheureusement, Santos, qui était donc le président qui a fait la jonction, donc effectivement, c'est un ancien faucon d'Uribe qui était, lui, plutôt un charognard de la pire espèce. Donc c'était pas Mandela, en fait. Santos, c'est pas Mandela, c'est pas du tout l'homme de la, c'est pas l'homme de la situation. Enfin, il a fait ce qu'il a pu, entre guillemets. Mais j'avais un peu de doute quand même sur le processus de paix, et en revenant encore plus. D'où l'ironie du titre. Donc t'es parti en Colombie, et alors tu as choisi de raconter... c'est pas les souvenirs qui me restent de tes précédents livres. J'ai l'impression que là, il y a vraiment une histoire de famille un peu shakespearienne. Alors pourquoi tu as pris ce point de vue, alors que si mes souvenirs sont bons, dans tes autres livres, il y avait moins d'histoires comme ça entre frères et pères?
Justement pour changer, hein, parce que Mapuche et Condor, ils étaient assez proches, parce que l'histoire du Chili et de l'Argentine sont assez proches, puis il y a la problématique Mapuche qui se décline sur ces deux pays. Donc il fallait que je n'allais pas faire une héroïne autochtone en Colombie avec un mec, enfin bon, voilà, je voulais casser cette chose. Et puis la famille, c'est un domaine auquel je ne me suis pas vraiment attaqué. Alors je tiens à rassurer tout le monde, je m'entends très bien avec ma famille. À lire le bouquin, on se dit, mais il a des trucs à régler. Non, en fait, hein, ça reste du roman. Mais je voulais que ce soit pour casser justement ce côté un peu. Enfin, voilà, Amérique du Sud avec des problématiques autochtones, même si c'est un personnage qui est métisse, mais c'est pas le fond du tout du livre. Et je voulais que ce soit un truc universel, en fait. Ça se passe en Colombie, certes, mais le triangle des deux frères et du père, c'était. En fait, c'est une lutte fratricide, hein, ex-FARC, ex-force spéciale. Et ça, là, tu révèles déjà un petit... Ouais, un petit peu, mais je crois que c'est dans la 4e où bon, c'est pas le plus important en fait. Hein, c'est les liens internes. Et je voulais que ce soit donc plutôt une histoire shakespearienne, en tout cas universelle, de famille, avec un background colombien qui me permettait, entre ses deux fils et le père, de pouvoir parler des FARC avec Andrel, de armée, force spéciale, avec ou sans l'aide des paramilitaires avec Lautaro, et le père avec la politique. Et en fait, avec ces trois personnages-là, je peux parler quasiment de toute l'histoire colombienne, avec aussi l'aide de la journaliste. En fait, qui parle à son Oui, nom. voilà, il y a le journaliste, donc il y a un personnage, une journaliste, il y a quand même, il y a au moins 2 personnages féminins importants dans le roman. Autrement, on s'ennuie quand même. Hein. C'est que des mecs qui sont là à rouler des mécaniques. Bon. Et donc, ce personnage de journaliste, ça me fait penser, donc visiblement, le travail de journaliste est un travail dangereux en Colombie. Oui, bah, je me suis inspiré d'une. En fait, souvent, quand je suis en voyage, je lis le journal le matin, parce que c'est une façon de se mettre un peu au diapason du pays. Et donc, du coup, on apprend plein de petites nouvelles comme ça, plus ou moins importantes. Et il y a une journaliste donc d'investigation à Bogota, en fait, et qui travaillait pour El Espectador, qui est un journal local, un peu le monde local, on va dire. Et elle enquêtait sur les collusions entre les généraux et les narcos dans les prisons. Ni une ni deux, elle s'est fait enlever, elle s'est fait violer. On l'a pas tué, pour une fois. Généralement, c'est 2 balles dans la tête, mais là, on l'a balancé dans un fossé pour à bon entendeur, entre guillemets. Donc ça, c'est assez banal en Colombie. Voilà. Et donc, c'est d'une hyper-violence quand même. Et du coup, je me suis inspiré de... en fait, mon héroïne, elle a pris la place de cette femme. Donc cette femme, elle est un peu dépressive. Il y a juste une petite discussion entre elles. Mais du coup, elle a pris sa succession, donc elle sait qu'elle marche sur des charbons ardents, en fait. Et que si tu veux rétablir la vérité ou découvrir une forme de vérité dans ce pays, ça peut te coûter très cher. En fait. Donc c'est une femme qui vit seule et c'est le seul personnage qui, sans rien spoiler, parce que c'est que des zones grises. Hein. Bon, déjà l'humanité, c'est quand même beaucoup de zones grises. Hein. Il n'y a pas les bons, les méchants, ce serait un peu trop simple. Mais elle, autant tous les mecs, là, ils sont. À partir du moment où tu es dans le processus de guerre, les processus de paix, mais c'est processus de guerre, forcément, tu as toujours un peu les mains sales, que ce soit tant les FARC, les paramilitaires et l'armée. De toute façon, il y a eu ou des crimes de guerre, ou des massacres, ou des choses qui ont été couvertes ou non. Enfin, c'est très compliqué et on le découvre plus ou moins dans le livre, mais c'est aussi des faits historiques dont je me suis inspiré de choses comme ça. Mais il y a quand même des gens qui sont. Qui essaient d'être honnêtes et droits. En Colombie, c'est un peuple les gens sont adorables. Je pense que c'est aussi parce qu'ils souffrent tellement qu'ils ont besoin de rire et d'être joyeux et de voir devant eux, parce qu'ils sont tellement impactés par la violence depuis 70 ans. Mais en tout cas, il y a des gens aussi qui veulent que la Colombie fasse ce qu'a fait l'Afrique du Sud, règle ses comptes, et puis essaie d'être un pays démocratique, entre guillemets, comme les autres, ce qui est encore une autre paire de manches en Amérique du Sud. Voilà, donc en tout cas, c'est un personnage qui est plutôt droit, en fait, et je voulais que, comme c'est un peu le bordel quand même avec tous les autres personnages, je voulais quand même qu'il y en ait certains qui soient... le monde, il n'est pas que noir, hein, il y a aussi du ciel bleu, et je voulais qu'elle participe un peu à tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de ciel bleu quand même, il y en a un peu, il y a un autre personnage... Sur la couverture, déjà. Et il est couvert quand même. Hein. Je crois que c'était du nuage au début, mais en fait, non, c'est un mec qui est en train de tirer. Alors justement, l'impression que j'ai eue, c'est... on connaît peut-être moins de choses de la Colombie qu'on a pu connaître de l'Argentine ou du Chili, qui ont été plus médiatisées. Et donc, tu es obligé de faire un certain travail d'apprendre des choses au lecteur. Je suppose que toi, tu as lu beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je veux savoir comment tu faisais ce travail, comment tu décidais, où est-ce que tu t'arrêtes dans ce que tu
rappels, des faits historiques sur les FARC, mais pas seulement, tu remontes plus en arrière dans le temps. Comment tu arrives à faire ce dosage entre ne pas faire un essai qui lasserait le lecteur et quand même lui donner les clés dont il a besoin pour comprendre le roman? Est-ce que tu as des lecteurs tests? Est-ce que c'est ce que toi, tu as besoin de savoir? Je ne sais pas comment ça... Non, je fais toujours à peu près pareil. En fait, c'est que il y a une grande librairie à Paris qui s'appelle l'Harmattan. Vraiment, il y a des milliers de livres en fait et des essais. Parce qu'ils font aussi compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui font leur thèse ou leur mémoire, qui l'éditent à l'Harmattan. Bon, c'est à compte d'auteur, mais ça existe en tout cas, quoi. Et du coup, c'est des bouquins qui sont rarement disponibles en fait, quoi. Où il faut les commander et tout. Mais enfin, quand j'arrive, forcément, t'as un coin Colombie en fait. Donc tu as 300 livres en fait, quoi. Et je tombe toujours d'abord, enfin, je trouve toujours mais pour les autres pays c'était pareil. Il y a toujours le livre d'histoire, enfin de l'histoire du pays qui est référence en fait. Donc souvent c'est un gros pavé. Et dans tous mes pays, je commence toujours par le livre d'histoire en fait, quoi. Là, ça commence avec Christophe Colomb, le jour où il met les pieds en Colombie, d'où le nom de Colombie. Et là, je lis tout, quoi. Mais sauf que dès Christophe Colomb, c'est le carnage. Il y a d'autres pays, ils ont souffert, mais eux, ils n'ont pas souffert. C'est un massacre total dès le début. Alors bon, tu dis ok, à ce point-là, parce qu'on est rodé un peu à des histoires difficiles, moi aussi parce que je les cherche. Mais là quand même, je dis là tu cherches, tu la trouves, mais grave quoi. Et quand arrive la République en 1810, je dis bon, peut-être qu'on va souffler un petit peu. Non, 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 pas du tout. Et la différence quand le continent a été libéré en 1810, en gros, il y a eu des républiques dans à peu près tous les pays. Et en Colombie, en Colombie, c'était les libéraux et les conservateurs qui étaient les deux partis républicains, on va dire. Mais la différence des autres pays, c'est qu'ils n'étaient pas adversaires, ils étaient ennemis. C'est-à-dire qu'on est depuis toujours en Colombie ou républicain, ou libéral, ou conservateur, excusez-moi. Voilà, parce que j'étais très. Et en fait, il n'y a pas de lutte des classes. En fait, c'est ou l'un ou l'autre, et on peut être métayer dans un village et se rebeller non pas contre le patron qui vous exploite, mais non contre l'autre métayer, parce qu'à un moment, on a attisé un peu les haines, quoi. Donc ils se sont massacrés les uns les autres jusqu'en 1948 en fait, et puis après il y a un mec qui s'appelle Gaétane en fait qui était libéral mais qui essayait d'être au-dessus des partis pour se dire on va peut-être arrêter ce massacre. Ça fait un siècle et demi que ça dure. Évidemment, il a été assassiné et là ça a été le début d'une période qui s'appelle la violencia. Super. Où là les gens se découpaient. Vous vous souvenez du Rwanda? C'était épouvantable. Là c'est Rwanda plus, c'est-à-dire que c'est Rwanda mais avec des coupes spéciales. Alors, du coup, je peux le dire parce que c'est le premier. Donc, il y a un meurtre très, très moche pour commencer, mais c'est pas pour faire de l'esbrouf en disant « Oh là là, c'est le mec le plus horrible possible ». Ça m'intéresse pas du tout, quoi, ce genre de psychopathe. Non, en fait, c'est un meurtre qui rappelle la violencia parce que c'était une des multiples coupes qu'ils avaient. Donc, en l'occurrence, ils coupent ils coupent les jambes, ils coupent les bras, ils vident les entrailles et puis ils renfoncent les bras comme ça. Donc, il y a juste le petit bout qui sort là, comme ça. Idem pour les jambes, pour ridiculiser le cadavre. Bon, imaginez que vous découvriez votre fils ou votre fille dans un état pareil. C'est même plus que ça te choque, c'est épouvantable en fait. Donc le premier meurtre rappelle la violencia, donc évidemment le flic il tombe là-dessus, il se dit bon, qu'est-ce qui veut ranimer cette période très subtile, parce que ça, en fait ça a duré de 48 à 60, et comme ils ont poursuivi les gens, donc les libéraux, en les massacrant comme ça, donc ils se sont enfuis dans les forêts, ils ont massacré les paysans qui étaient susceptibles de les aider, qui se sont eux-mêmes enfuis dans les forêts, et quand ils étaient dans les forêts, au début ils étaient 20, 30, 50, 100, 300, 2000, ils se disent il faut qu'on se défende, ils ont créé les FARC. Donc il y a toute une histoire que je dis c'est comme ça, comme ça que les FARC ont été créés. Alors tous ces trucs, forcément je découvre aussi des choses en lisant. Déjà d'entrée ce premier livre, je dis bon, alors je coche 1 milliard de trucs, je sais que je vais en garder 10. Mais ça, il faut que j'en parle, parce que tout ce qui me surprend, même en étant assez au courant quand même des géopolitiques, je suis SPI depuis longtemps, jamais j'avais reculé quand on comprend, quand on voit toute l'histoire de la Colombie, on comprend aussi l'hyper-violence qui y règne, puisque en fait c'est quasiment dans l'ADN du pays pour des raisons politiques, plein de raisons, mais en tout cas l'histoire elle est hyper dure, vraiment hyper dure. Donc du coup c'était voilà. Et après, je lis des tas d'autres trucs qui vont donner plus de détails. Et puis après, je vais sur place, je rencontre des gens, des témoins de tout ça. Mais ça part toujours d'un livre d'histoire qui... De toute façon, pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et
et en profondeur. Donc la journaliste, elle me sert aussi à ça, à raconter ces histoires qui permettent que ça passe par son enquête et pas par petit A, petit B, parce qu'autrement, c'est plus un roman. Oui, voilà. Donc là, il y a un très bon équilibre, justement, parce qu'on a besoin de tout ça pour comprendre. Sinon, tu aurais fait un roman avec un psychopathe, mais bon, effectivement, c'est Alors ça ne m'intéresse intéressant. pas du tout. Ouais. Ah bah, les trucs de psychopathes, serial killer, ils représentent 0,00001% de la population. Moi, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Oui, oui, parce que là, ce que tu décris, la violence, a des racines. Et des racines. Alors, il y a des racines dans le passé, mais il y a aussi des raisons présentes. Parce qu'il y a des histoires de gros sous encore. Il y a toujours des histoires de gros sous. Bah, le malheur aussi, un autre malheur de la Colombie, c'est que le sous-sol est très riche. Parce que s'il n'y avait rien à la rigueur, bah, ça irait. Hein, en Nouvelle-Zélande, par exemple, il n'y a rien dans le sous-sol. Donc les Maoris ont pu rester là sur place parce que bah, les Anglais n'avaient aucune raison de les massacrer, puisque de toute façon, ils étaient sur des cailloux où on pouvait mettre que des moutons. C'est pour ça qu'il y a que des moutons en Nouvelle-Zélande, hein, c'est parce qu'il n'y a rien dans le sous-sol. Et des rugbymen. Pardon? Et des joueurs de rugby. Et des joueurs de rugby, oui, qui courent, qui balancent les moutons pour se faire les muscles. Mais là-bas, non. Puis en plus, il y a la cordillère, donc il y a une géographie qui est très dramatique. Les transports sont très lents, etc. Il y a des forêts dans tous les sens. Il y a ou des difficiles en fait d'aller en fait et de trimballer aussi les cultures. D'où la coca en fait, parce ils essaient depuis longtemps de faire des cultures de substitution. Mais quand on dit bah, tu vas faire de la banane, le mec il dit bon ok je vais faire de la banane, mais il a 1 tonne de bananes. Mais quand il n'y a pas de camion pour les amener en ville, bah, les bananes elles pourrissent. La coca elle pourrit pas. Hein. Ça n'y a pas de problème. Les relais sont très très bien. Et donc, ils continuent à cultiver la coca aussi, quoi. Et en fait, toutes ces zones, parce que les FARC, bon, même s'ils sont devenus narcotrafiquants, il n'y a pas d'idéologie hein, dans mon livre. Il n'y a pas les méchants, la méchante armée colombienne contre les gentils FARC. Encore une fois, ce serait trop simple. Mais alors qu'en défendant, ils étaient aussi toutes les forêts qu'ils avaient investies, les FARC, c'était aussi des écosystèmes qu'ils sauvegardaient, puisque personne ne pouvait les saloper, quoi. Et ils savaient très bien que quand ils ont déposé les armes, tous les lieux où ils étaient implantés, qu'ils allaient laisser, on leur a promis, c'était dans le processus de paix aussi, que c'était les paysans qui ont été spoilés, qui allaient retrouver ces terres. Sauf que, connaissant la Colombie, et eux, ils le connaissent mieux que tout le monde, ils savaient très bien. Ils disaient, vous êtes sûr que c'est les paysans? Parce que quand ils vont venir, ils ne vont pas se faire liquider. Non, 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 non. Bon, en ce moment, ils se font liquider. Donc tu parles de justement, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des zones grises. Est-ce que c'est une impression où j'ai eu l'impression que autant dans Mapuche et dans Condor, on a une grande proximité avec certains personnages. Là, on sent plus une distance, peut-être parce que à part la journaliste et puis une autre personnage qui est quelqu'un qui essaye de réhabiliter des anciens FARC, il y a plus de distance par rapport aux personnages. On s'en sent moins proche d'eux. C'est une impression ou c'était de lecteur ou c'était ton but d'écrivain? Ben, c'est paradoxal. C'est sûr qu'en Argentine, par exemple, sur les grand-mères de la place de Mai, j'ai rencontré les grand-mères et tout, c'est impossible d'être contre elles ou douter d'elles en disant oui, mais enfin, Videla, la dictature argentine, ils étaient pas si mal. Non, c'était vraiment une bande de fumier. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'était des nazis, hein, avec des petites moustaches dans l'autre sens, mais franchement, c'était les mêmes. Donc là, c'est sûr que mon cœur allait forcément du côté des gens qui recherchaient les disparus et puis de faire la justice du pays. En Colombie, c'est beaucoup plus compliqué. Et les FARC, comme ils se sont rendus compte, en fait, de 60 à 80, ils étaient dans les forêts, ils faisaient la guerre, mais c'était une guerre de basse intensité, on va dire. Et ils avaient des territoires, l'armée avait des territoires, et chacun s'arrangeait un petit peu comme ça, quoi. Et quand la drogue est arrivée fin 70, avec Escobar évidemment, l'État colombien n'a pas du tout mesuré le danger de ce fléau, en fait. Et les FARC, au début, ils prenaient juste une dîme, ils prenaient 10% en fait, de la coke qui transitait sur leur territoire. Puis à un moment, ils se sont dit, mais en fait, ils se sont rendus compte de ce que ça rapportait, parce que Escobar, il comptait pas son argent, il le pesait. Compter, c'était trop long, en fait. Hein. Donc, il dit, tiens, voilà 1 tonne de dollars. Alors, ça, je sais pas combien ça vaut la tonne de dollars, mais c'était des flots d'argent comme ça. C'est pour ça qu'à un moment, il voulait carrément, il avait proposé pour se faire élire président, il a proposé de payer la dette de la Colombie. Alors, je sais pas, la dette française, elle a 120 milliards, un truc comme ça, quoi. Oh, je te la paye, moi. Bon, en tonnes, hein, parce que je ne vais pas compter, on n'est pas à 1 milliard près, quoi. Enfin, c'est des trucs délirants, quoi. Donc les FARC, ils se sont dit, mais en fait, plutôt que prendre 10%, on va la produire nous-mêmes.
Hein, comme ça, on va avoir 100%. Et pour acheter des armes, c'est plus ça. Donc ils sont devenus narcotrafiquants. Et autant ils endoctrinent toujours, enfin ils ont beaucoup endoctriné les paysans qui fuyaient les massacres qui ont été perpétués par les paramilitaires et aussi l'armée, surtout les paramilitaires, donc qui retrouvaient les FARC. Et là, ils leur disaient quand même que c'était pour la bonne cause, c'est pour défendre. Donc ils avaient des bons livres marxistes en disant que la lutte des classes, blabla. Mais au final, tout ça était quand même une affaire de dope aussi, quoi. Donc évidemment, il n'y a pas de. Donc quand je parle de Andrel qui lui est parti vers les FARC, c'était pas, je pouvais pas dire qu'il y avait, c'était des gentils FARC non plus. Ça aurait été faux, tout simplement. Quant aux paramilitaires, bon, évidemment, comme eux, ils ont, parce que la violencia c'était à la machette, hein, quand ils découpaient les. Mais après, avec les technologies, les paramilitaires, c'était à la tronçonneuse. Ça va plus vite. Hein. Donc évidemment, mon cœur va pas aux mecs qui découpent d'autres à la tronçonneuse, forcément. L'armée, il y a aussi plein de jeunes en fait qui sont désœuvrés parce qu'il y a l'éducation, elle est très réduite en Colombie. Généralement, pour rendre un peuple imbécile, on lui permet pas d'aller à l'école. Hein, comme ça, ils ont aucun esprit critique, ils gobent tout ce qu'on leur dit. D'ailleurs, les Colombiens ont voté non au processus de paix. C'est quand même dingue en fait. Tu dis mais on voulait faire la paix. Oh non non non. Je dis c'est pas possible. Je dis mais pourquoi? Puis en fait, en grattant un peu, les médias ont fait croire qu'ils sont. Parce que la Colombie est alors jusqu'aux dernières élections, elle était très très à droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen, c'est au centre. Hein, donc le reste, c'est. Et puis il n'y avait pas de gauche. Hein, comme ça, c'était réglé. Et on leur a fait croire en fait aux gens que les FARC qui déposaient les armes, ils allaient avoir. On leur donnait des retraites à vie qui étaient plus élevées que les retraites des Colombiens. Donc quand on te raconte n'importe quoi, c'est entre la fake news. Après, au Brexit, les Anglais ils sont censés être éduqués et ils ont fait à peu près la même chose. Hein. Bon, je fais un petit parallèle qui est un peu tordu, mais et donc quoi Parler de la distance par rapport à certains personnages. Ah oui, voilà. Il y a aussi dans l'armée, il y a aussi des jeunes qui, au moins ils ont un boulot, au moins ils sont encadrés en fait, quoi. Mais ils sont là, ils se retrouvent sur les théâtres d'opération auxquels ils pigent rien en fait, quoi, aux enjeux, quoi. Et puis quand ils arrivent sur on dit on nous signale un massacre dans un village, et quand ton capitaine ou ton commandant il dit non, on va attendre un peu. Le mec il comprend pas, il obéit aux ordres, c'est tout, hein, c'est le job de l'armée, quoi. Souvent c'était on va attendre un peu parce qu'il y a les paramilitaires qui le commettent. Et puis, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont susceptibles d'aider les FARC, donc on les laisse les massacrer. Et puis nous, on arrive après pour dire dis donc, il y a eu un massacre. Donc évidemment, l'armée locale, colombienne, elle est pas loin du crime de guerre, ou en tout cas, elle a laissé beaucoup de crimes de guerre se faire. Et c'est aussi parce que Uribe, hein, le président pendant des années 2000, c'était un salopard quand même, quoi. C'était l'escadron de la mort. Enfin, il a laissé faire tout ça pour nettoyer le pays, quoi. Donc comme mes deux frangins plus le père qui est au niveau politique, à eux trois, il y a toute l'histoire de la Colombie, mais alors, du coup, on nage dans un marigot quand même où c'est pas évident d'avoir d'être honnête, en tout cas, quoi. Mais quand même, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le personnage de Lautaro, donc qui est l'ancien force spécial qui est devenu le chef de la police de Bogota, pour aller vite, il est sexiste, il est raciste, il a à peu près toutes les tares masculines, en tout cas, quoi. Donc moi j'estime comme ça, au départ, qu'il c'est mon opposé, mais par contre, je l'ai eu tout de suite. Tout de suite, j'ai su l'écrire. Parce que souvent les personnages, moi souvent c'est un peu des Playmobil, hein. Pendant la première année d'écriture, ils sont un peu grossiers, je les cherche en fait, quoi. Et je repasse plein de fois, puis jusqu'à un moment, je dis tiens, je trouve un petit truc, un trait de caractère qui va l'humaniser, etc. Alors lui, mais tout de suite, le mec qui est soi-disant l'opposé de moi, alors lui, par contre, je le connaissais hyper bien. Alors, je ne sais pas quoi dire, sauf que, voilà, je ne suis pas un chevalier blanc, je dois avoir un chevalier gris qui est au fond de moi-même aussi. Mais ce qui était bien pour moi, en tout cas, c'est que j'ai gagné 1 an d'écriture. Généralement, il me faut à peu près 3 ans pour écrire ce type de livre. Et là, je l'écris en 2. Mais parce que ce personnage de Lautaro qu'on voit, un tiers du livre, en tout cas, et qui tient le livre, il bouge, hein, heureusement, hein. Mais comme je l'ai eu tout de suite dans les mains, en fait, c'est comme si je le connaissais déjà. Du coup, ça m'a fait gagner 1 an d'écriture. Donc j'étais content quand même. Merci Lautaro. Tu devrais prendre des salauds plus souvent. Ouais, je vais prendre que des salauds. Mais c'est pas vrai. Il a toutes les tares masculines, mais il a un truc. Il a quand même de l'humour. Et il a un humour qui est assez noir, hein, forcément. Mais des fois, on se demande, même dès le début, s'il joue pas un petit peu au bad boy, en tout cas, quoi, ou au très méchant garçon. Et heureusement, il bouge grâce à l'amour.
Non, mais c'est vrai que c'est le personnage peut-être le plus... Oui, auquel on va finir par s'attacher à notre corps défendant. Alors qu'on ne pensait pas en arriver là. Et alors, avec ces 3 personnages, effectivement, qui font un triangle, tu décris à peu près toute la Colombie, mais à partir de là, eux, ils vont bouger aussi physiquement, et tu vas nous décrire des poches de Colombie qui ont l'air d'être sorties du monde encore, même de ce monde colombien, que ce soit un village aux mains d'espèces de petits narcos qui tiennent à la prostitution, qui ont l'air de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur coin parce qu'ils sont paumés. Un autre sur la côte qui est inaccessible complètement. Et je ne parle même pas du quartier dans Bogota. Et donc, à partir de ces 3 personnages qui sont quand même des personnages issus de la bourgeoisie, d'une certaine façon, donc qui connaissent les lieux de pouvoir, en quelque sorte, que ce soit pouvoir de l'armée, pouvoir politique ou pouvoir de la révolution. Enfin, Et après, il y a encore d'autres poches qui ont l'air d'être encore pires, quoi. C'est assez étonnant ce que tu décris. Oui, il y a plusieurs là. strates en fait. Alors, il y a quand même, pour la première fois depuis que j'écris des livres qui se passent à l'étranger, il y a quand même une zone où je suis pas allé, où je mets plusieurs scènes en fait. Ça s'appelle dans le Nariño, qui est dans le sud. En fait, c'est une zone rouge. Ce qui s'appelle une zone rouge en fait, où il y a toujours la culture de la coca évidemment, mais surtout les narcos sont toujours là, les propriétaires terriens qui souvent étaient d'anciens narcos, surtout l'ELN en fait, c'est l'autre guérilla d'extrême gauche qui n'a pas déposé les armes. Donc en fait c'est une zone rouge où on peut pas aller en fait, donc j'ai pas pu y aller. Et puis vu ce qui s'y passe, parce que par contre j'ai eu plein de récits de ce qui se passait là-bas, pas trop envie d'y aller non plus. Je dois dire que là, c'est super dangereux. Donc Alors, comme j'étais en Équateur, juste à côté, au niveau ambiance, jungle, tout ça, je connais. Mais par contre, l'ambiance hyper dangereuse de cette région, là, j'y suis pas allé, quoi. Par contre, sur la côte Pacifique, là, j'y suis allé parce qu'en fait, on peut y aller avec un petit coucou. En fait. Et comme enfin, sur toute la côte Pacifique, parce qu'il y a Bogota qui est complètement enclavée, il y a la côte Caraïbe, où il y a Carthagène, où là c'est la seule ville complètement sécurisée. C'est un peu le carte postal, il y a même des calèches avec des Américains qui disent oh my God, oh my God. Bon, j'ai pas traîné, hein, c'est joli, mais bon, bof quoi. D'ailleurs, tes personnages, ils traînent pas non plus. Non, ils traînent pas non plus. Mais c'est aussi le coin c'est sécurisé parce que les politiciens de Bogota, ils vont passer parce que Bogota c'est assez humide, c'est froid, c'est enclavé. Enfin, elle est assez dure cette ville. Donc, comme ils ont pas envie, c'est comme des politiciens colombiens. Hein, enfin, politiciens même. Je sais pas pourquoi je dis colombiens, c'est politiciens. Ils vont passer le week-end et leurs vacances à Carthagène. Hein. Il fait beau, il y a des calèches. Là, ça leur va très bien, quoi, en fait. Donc, cette ville est super sécurisée pour eux. Hein. Quand même, hein. C'est pas un peu pour le tourisme aussi, parce que du coup c'est une vitrine. Et bon, la côte Caraïbe, si on va pas trop vers Venezuela, ça va quoi. Par contre, toute la côte Pacifique, elle est très très sauvage, parce qu'en fait c'est le couloir, le couloir vers le Panama, qui est le couloir de la dope, parce que la dope souvent, enfin la coca souvent les produit dans le sud, donc il faut bien qu'elle remonte d'une manière ou d'une autre. Donc elle remonte par là, et donc c'est des territoires complètement délaissés. C'est aussi souvent les territoires où les Indiens et les Noirs ont été évacués parce que ils sont bien là. Hein. Donc autant dire infrastructure zéro, il n'y a pas de route, il n'y a même pas de route pour y aller, hein. Donc on peut y aller un petit coucou. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est une ancienne station balnéaire hyper réputée où allaient les rois faire de la pêche au gros, parce qu'il y a il y a des baleines qui vont voir, qui passent par là, mais surtout la pêche au gros, c'est pas tant les baleines, c'est plutôt des espadons. Enfin, je suis pas très fort en pêche moi, mais enfin tous ces gros bestiaux là que les gens aiment bien. Tirés en montrant qu'ils sont hyper forts. Et il y avait plein d'hôtels de luxe en fait qui étaient là pour les rois et les gens comme ça, et des stars de cinéma. Et quand il y a eu la guerre des narcos en fait, quoi, là ils sont fait les gens qui tenaient ça se sont fait liquider. Donc du coup ils sont partis, mais ils sont partis il y a longtemps. Donc maintenant c'est Tintin les Picaros quoi. C'est des lieux qui sont complètement pris, enfin qui ont disparu parce qu'ils sont pris dans les lianes, etc. Et il n'y a plus que des gens. Surtout noirs et métis qui vivent avec. Alors il y a un peu l'électricité quand même, quoi, mais il n'y a pas de route du tout. Hein, donc c'est que des. Enfin, il y a un petit tronçon de l'aéroport, si on veut appeler ça, enfin du hangar qui sert d'aéroport jusqu'au petit village, il y a un tronçon de 2 km de bitume, et le reste c'est que des pistes, mais avec des trous, c'est plus des nids de poules, quoi. Enfin, enfin, tu peux foutre une baleine là-dedans, en fait, quoi. Donc t'as que les petits triporteurs qui vont à 2 à l'heure et il n'y a rien, en fait, quoi. Du coup, on est allé passer quelques jours là-bas, enfin une semaine, parce qu'il y a quand même des baleines et des petites tortues qui viennent pondre. Trop mignon.
Mais bon, pour mettre surtout la côte Pacifique, il y a 10 km en fait, parce qu'il y a un parc animalier qu'on peut visiter. Donc ils essaient de développer le tourisme pour aller au parc. C'est une blague hein, quand même, enfin, développer le tourisme dans ces conditions. Mais il y a quand même un coin qui est pacifié en tout cas, quoi. Enfin, dans le petit village, tu as quand même des mecs avec une mitrailleuse qui pointent l'axe. En fait, des fois que quelqu'un arriverait, c'est un peu étrange. Mais en tout cas, pour imaginer que des narcos se cachent dans ce coin-là, c'est super. Tu leur mets une villa dans la jungle qui est énorme. Et j'ai dit, écoutez, là, je vais faire mon final, entre guillemets, là-bas, parce que c'est hyper sauvage, c'est magnifique. À la fois, tout est pété, mais tout est beau, quoi. Un peu comme la Colombie. Oui, alors c'est le premier final, on peut dire, puisqu'il y a après un final du final. Est-ce que tu sais à l'avance, alors on va pas dire qui meurt et qui survit, pour ceux qui n'ont pas lu, mais est-ce que tu sais à l'avance qui c'est que tu vas sacrifier quand tu démarres ton bouquin, ou ça se fait dans le flow? En général, oui, je sais. En fait, ça me donne je sais pas comment ça va se passer, mais souvent je sais qui va survivre. Et là, j'étais assez fidèle à ce que je pensais au départ. Bon, en général, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais... Pas trop, mais c'est la suspense. On s'en fiche de savoir qui a tué, qui est le meurtrier du premier cadavre que tu rencontres. Genre, au bout de 50 pages, tu vois qu'en fait, c'est pas ça l'enjeu. Et le vrai suspense, c'est qui va survivre. Quel héros va survivre. Il faut dire qu'il y a tellement de morts, il y a tellement de massacres, il y a tellement en plus dont quasiment tout le monde se fiche, que c'est à se demander pourquoi on enquête sur celui-là presque. C'est aussi pour, je ne sais pas parler de dénoncer parce que c'est bien prétentieux, mais dans l'histoire colombienne, l'État, et en tout cas les gouvernants, se fichent complètement de la population. C'est le pays au monde où il y a le plus de déplacés. Bon, à 70 ans de guerre civile, vous allez me dire aussi, c'est normal qu'il y ait des déplacés. Mais là, c'est par millions. Alors, il y a des déplacés qui sont... ils sont 6 millions de Colombiens sur une population de 35, quand même 6 millions à l'étranger, pour fuir les massacres. Et à l'intérieur du pays, ils sont aussi plusieurs millions déplacés dans leur propre pays. Et quand c'est des gens qui sont déplacés parce qu'ils fuient les massacres, et quand ils arrivent dans une ville, il n'y a pas la Croix-Rouge pour les accueillir, il n'y a pas de structure gouvernementale pour les aider, en fait, quoi. C'est vraiment des laissés pour compte alors qu'ils sont victimes. Et du coup, ça crée des situations assez horribles. Et c'est pour ça que les banlieues, ou en tout cas les zones, il y a des zones de non-droit parce que rien n'est fait pour ces gens-là. Donc évidemment, ils ne comptent pas. Enfin, d'ailleurs, le Uribe a fait un programme pour liquider ces gens-là parce qu'il y a un peu trop de racailles, en fait, quoi. Donc c'est une peine de mort déguisée. Enfin, ils ont plein de coups tordus, quoi. Vraiment tordus pour ne pas s'occuper de ces gens-là, sauf à les liquider. Donc vous comprenez que donc le titre est assez ironique. T'aimes bien les titres courts d'ailleurs. Je crois que est-ce qu'un jour tu comptes écrire un bouquin avec un titre long Mais souvent parce que j'ai une autre série avec l'autre série, oui, c'est plus long. En fait, quoi, et le truc est plus long et on dit ah oui mais en fait les titres qui se passent à l'étranger, souvent le titre en fait il s'impose tout seul. Enfin, je sais pas, j'ai commencé avec Haka parce que dans Haka ça désigne quand même pas mal. C'est autour des Maoris. Bon, une danse de guerre, un cri de guerre. Haka, ça allait très bien. Hutu, c'est un processus de vengeance dans un autre bouquin qui est au moins aussi violent. Je dis tiens, c'est pas mal ça en fait. Ça percute un peu, quoi. Oui, c'est très bien, ça percute. Après, je vais faire 2 lettres. Là, j'ai 3 lettres, 2 lettres. Bon, donc rendez-vous en Alaska, enfin non, pas en Sibérie, pardon, en Sibérie. Non, pour le prochain, pas chez l'ennemi. Tu vois, je peux leur dire en ça. Sibérie. Tu m'as trahi. Donc rendez-vous en Sibérie pour le prochain. Merci Caril, merci d'être venu. Puis vous allez pouvoir venir discuter avec lui et vous faire dédicacer les livres. Vous venez d'écouter Caril Ferret, auteur de Paz, paru aux éditions Gallimard, lors d'une rencontre enregistrée jeudi 31 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche. Caril Ferret a aussi fait paraître Delicta Mortalia, Péché mortel, chez Balle d'Argent, Haka, chez Baleine, Zoulou, chez Série Noire, adapté au cinéma par Jérôme Salle. Aux éditions Gallimard, on lui doit Mapuche, Condor et la série Une enquête de Mac Cash.